En début d'après-midi, je vais essayer d'insister là-dessus. C'est les brèches dans la réglementation où nous, on peut continuer à avancer. Et puis demain, on devait revenir sur le cadre juridique. Il y a la partie que doit présenter Ricardo sur la Convention sur la diversité biologique et le traité international. Ça, on le fera demain parce qu'il faut vraiment que ce soit fait. Mais le reste, on tâchera de le raccourcir pour arriver à finir l'ordre du jour. Juste aussi, donc là, tout ce qu'on raconte ici est filmé pour être mis sur un site internet. Donc je pense surtout pour demain matin, hein, donc on t'a dit que tu pouvais venir, mais quand on est un petit peu sur des débats internes, je pense qu'il faut revenir d'abord un petit peu de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des lois qui doivent fabriquer la réalité, ou est-ce qu'on parle de la réalité et les lois qui doivent s'appliquer à la réalité, mais pas la fabriquer? Et je pense qu'il faut revenir un petit peu sur ce que était, ou sur ce que est encore dans certains pays du Sud, ce qu'on appelle des systèmes semenciers paysans informels. Ce que c'est que des semences paysannes avant que la semence industrielle, dont nous a parlé Ricardo, apparaisse. Je crois que la première idée, qui pour nous est naturelle, mais qui n'existe plus dès qu'on parle avec des gens de l'industrie ou avec des gens des gouvernements, c'est que les plantes, c'est un organisme vivant. Pour les gens de l'industrie, pour les gens des gouvernements, les plantes, c'est un objet industriel. Quelle est la différence fondamentale entre un organisme vivant et un objet industriel? C'est tout simplement qu'un organisme vivant ne se reproduit jamais à l'identique. Peut-être les microbes, vous allez me dire, ils se reproduisent par division cellulaire, mais ils échangent des gènes, ils mutent, donc ils évoluent tout le temps. La vie n'existe pas sans évolution. Chaque fois qu'un paysan ressème une partie de sa récolte, il obtient une récolte différente de la récolte d'avant. Alors que pour l'industrie, je mets en marche une chaîne industrielle, je fabrique des machines à laver, des voitures, elles sont toutes identiques les unes aux autres. Elles sont absolument semblables. Donc on a là pourquoi les plantes sont différentes à chaque génération. Je ne vais pas faire un cours de génétique, mais tout simplement parce qu'une plante, quand elle est quelque part, elle y reste. Donc il faut qu'elle s'adapte. Si elle vient d'ailleurs, il faut qu'elle s'adapte à son environnement, le sol, le climat, les paysans qui travaillent aussi font partie de l'environnement. Et cette capacité d'adaptation, ça donne ce qu'on appelle une malléabilité ou une variabilité des plantes. Il y a tout le temps des caractères nouveaux qui émergent, qui viennent de l'environnement. Il y a le croisement sexuel entre la fleur mâle et la fleur femelle. Et donc cette capacité d'adaptation, c'est le premier outil sur lequel les paysans ont travaillé quand ils ont sélectionné des semences. Et pour adapter des semences à mon environnement, qui n'est pas le même que celui de mon voisin, il n'a pas les mêmes terres, ce n'est pas le même terroir, ce n'est pas le même climat, mais la solution, c'est de ressemer une partie de la récolte issue d'une multiplication en pollinisation libre, c'est-à-dire qu'on laisse les plantes se polliniser entre eux. On ne prend pas des pinces à épiler ou des éprouvettes dans un laboratoire pour manipuler des gènes. Non, cette liberté des plantes à se croiser entre elles dans mon champ, c'est ça qui fait que j'ai les meilleurs caractères d'adaptation à mon environnement. Et puis après, il y a la sélection humaine.
Moi, je veux manger la plante, je veux qu'elle ait bon goût, je veux qu'elle corresponde à ce dont j'ai besoin pour transformer, faire de la purée de tomate ou manger une tomate crue, etc. Donc, on voit bien qu'il y a l'environnement, et dans l'environnement, il y a la communauté humaine qui sélectionne. Donc, les semences paysannes sont d'abord des variétés locales, adaptées à un environnement local. Ça, je crois que c'est très important de le comprendre. Mais après, si on ressème toujours au même endroit la même semence issue de la même récolte, on perd la diversité. C'est un peu comme la consanguinité au sein des hommes, hein. Ça fait des bâtards, hein, ça fait des gens qui sont malades. Donc il faut renouveler un petit peu cette diversité pour garder des caractères de capacité d'adaptation à un climat qui va changer, une maladie qui va arriver. Et pour ça, les paysans ont toujours échangé entre eux. Et puis avoir aussi des nouveaux goûts, des nouvelles plantes à manger, etc. Mais quand je reçois des semences qui viennent d'un pays voisin ou ailleurs, il faut d'abord que je les adapte chez moi. Je ne vais pas semer tous mes champs avec des semences qui viennent d'Amérique du Sud. Je vais prendre une petite quantité, la multiplier 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle va s'adapter localement et après je vais semer tous mes champs. Donc les échanges de semences entre communautés paysannes locales ne constituent jamais la totalité du stock semencier. La totalité de ce que je vais ensemencer. C'est toujours une petite quantité pour renouveler la diversité. Sauf en cas d'accident, la grêle, l'orage, j'ai pas de récolte, là il faut bien que j'aille chercher des semences ailleurs, et là je fais comme ça. Donc je crois que c'est très important de comprendre sur quoi sont organisés les systèmes semenciers paysans, ressemer régulièrement une partie de la récolte issue de pollinisation libre, localement, et échanger des petites quantités de semences. Quand le système semencier industriel est arrivé, son objectif, c'était de séparer, ce qu'a montré Ricardo, la production de semences d'un côté et la production agricole de l'autre. Dans le système semencier paysan, la production de semences est issue de la production agricole. Le grain que je mange, avec lequel je fais du pain, c'est aussi le grain qui est ma semence. Dans le système semencier, c'est le chercheur, l'industriel qui va faire la semence, et l'agriculteur n'est qu'un acheteur, un consommateur de la semence de l'industrie. Donc pour faire ça, à quoi devait s'attaquer l'industrie? D'abord aux échanges de semences entre agriculteurs. S'ils ne peuvent plus échanger des semences régulièrement, ils ne peuvent plus sélectionner. Et ensuite, au fait de ressemer une partie de la récolte. Au niveau historique, la première attaque a été technique et non pas juridique. Ça a été empêcher le paysan de ressemer une partie de sa récolte avec les hybrides F1. Ça date des années 20, 30, hein, surtout sur maïs, et puis après ça atteint beaucoup de potagères. Donc là, le paysan, il ne peut pas ressemer une partie de sa récolte, il est obligé d'acheter chaque année la semence du semencier. La deuxième agression, ça a été le catalogue. Le catalogue a été inventé en France. C'est quoi? C'est une autorisation de mise sur le marché, homogénéité, stabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un outil pour interdire les échanges de semences paysannes.
De quoi on parle quand on parle d'homogénéité et de stabilité? On parle de ce qu'on appelle les caractères morphologiques, la forme de la plante. Pour ceux qui ont fait des écoles d'agriculture, c'est ce qu'on appelle les caractères phénotypiques. Il y a le caractère génotypique, c'est le génome. C'est important de comprendre ça, on verra avec le brevet. Et puis il y a les caractères phénotypiques, la forme de la plante. Et c'est quoi, de manière un peu brève, les caractères phénotypiques? C'est ce qui exprime dans la vie d'une plante la manière dont elle s'adapte à son environnement. Quand vous prenez le même génotype, les mêmes caractères génotypes, si vous les mettez dans des environnements différents, vous avez d'autres caractères phénotypiques qui sont différents les uns des autres. Donc, on veut qu'il y ait une homogénéité de tous ces caractères. Mais la même variété homogène, si vous la semez dans des environnements différents, très rapidement, ça fait des variétés différentes. C'est une loi naturelle, ça, on ne peut rien contre. Et donc le génie de l'industrie qui a demandé à ce que l'autorisation de la mise sur le marché soit liée à l'homogénéité et la stabilité des caractères phénotypiques, si on veut que ces caractères soient tout le temps les mêmes, il n'y a pas 50 solutions. Au lieu de faire ce qu'ont toujours fait les paysans, à savoir adapter la semence à leur environnement, et donc avoir des caractères phénotypiques diversifiés, variables, il faut adapter l'environnement à la semence élite. On appelle ça une semence élite qu'on aura sélectionnée. Et pour adapter l'environnement à la semence, il faut l'engrais chimique, l'irrigation, la mécanisation et les pesticides. Et on homogénise les environnements. Donc on voit bien que la première réglementation qui a été mise en place a été mise en place avec deux objectifs. Le premier, interdire l'accès au marché des semences paysannes, qui sont diversifiées et variables, et obliger les paysans à utiliser des engrais chimiques et des pesticides. Et quand on dit le progrès génétique a permis de multiplier les rendements et aujourd'hui on mange assez, non. L'engrais chimique, la mécanisation, les pesticides ont permis d'augmenter les rendements. Et on a adapté la semence à la mécanisation, aux engrais et aux pesticides. C'est quoi la mécanisation du pétrole? C'est quoi les engrais du pétrole? C'est quoi les pesticides? C'est l'industrie chimique, c'est du pétrole. C'est de l'énergie fossile qui nous empoisonne, qui est en train de disparaître, qui a remplacé l'énergie humaine, le travail du paysan. C'est-à-dire que le catalogue, la semence, a été l'outil pour éliminer les semences paysannes, le travail paysan, et les remplacer par le pétrole et les énergies fossiles. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. Et à partir du moment où on a évacué les semences paysannes, il y a eu tout d'un coup un gros problème pour l'industrie. L'industrie, elle n'a pas sélectionné ses semences avec ce qui tombe du ciel. Elle a sélectionné ses semences avec les semences paysannes qu'elle a prises dans les champs des paysans. On l'a dit hier à l'UPOF. Et donc, ce qui était des semences pour les paysans, tout d'un coup, c'est devenu une ressource industrielle, une matière première pour l'industrie. Comme le pétrole, comme l'uranium, comme le cobalt, comme les mines. Et donc, ils ont appelé ça des ressources. C'est devenu des ressources phytogénétiques. Hein, c'est-à-dire
génétique et phyto, c'est pour les plantes. Hein. Et donc, ce que a fait l'industrie, elle s'est dit, mais si je remplace les semences paysannes par mes semences, demain, j'ai plus de ressources. Je ne peux plus sélectionner. J'ai plus de matières premières. Donc, je vais vite ramasser. Je vais envoyer alors, des chercheurs, comme ça, c'est le contribuable qui paye, des étudiants, des bénévoles, et on va faire des grandes collections. On va mettre ça dans des frigidaires. Et donc, c'est tout le champ réglementaire des ressources génétiques. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la fin de la présentation de Ricardo, en Europe, ces semences paysannes, elles ont quasiment disparu. Pas complètement, mais quasiment disparu. Mais dans les pays du Sud, toute l'agriculture vivrière, en fait, c'est des ressources génétiques. Et l'industrie a besoin. Parce que les ressources génétiques qui sont dans les frigos, elles dégénèrent dans les frigos, elles disparaissent petit à petit. Dans les champs des paysans, elles se renouvellent. Et l'industrie a encore besoin, aujourd'hui, que des paysans renouvellent ces ressources génétiques, donc ces semences paysannes. D'où, dans la réglementation, quand ils ont fait le catalogue, ça concerne la commercialisation des semences, et c'est intéressant de regarder la définition que toutes les directives sur le catalogue donnent de la commercialisation. Et ça va rejoindre ce que disait Heike hier. C'est tous les échanges à titre onéreux ou gratuit. C'est-à-dire, si je te donne des semences, c'est de la commercialisation. Il faut que la variété soit au catalogue. Mais uniquement les échanges en vue d'une exploitation commerciale. Ça veut dire quoi? En vue d'une exploitation commerciale, c'est l'agriculteur qui achète la semence, qui vend sa récolte. Comme récolte pour manger ou comme semence. Ça, c'est une exploitation. Pour y revenir dessus, la définition de la commercialisation, la définition juridique, c'est donc tout échange de semences à titre payant, onéreux, ou à titre gratuit. Donc le don, si je te donne des semences, c'est de la commercialisation. Tous les industriels, avant d'inscrire une variété au catalogue, ils échangent des semences. Elles ne sont pas encore inscrites au catalogue. Elles viennent des banques de semences, des instituts de recherche, des collections d'amateurs ou de l'industrie. Elles ne sont pas inscrites, ils ont le droit d'échanger. Et donc, ce champ des ressources génétiques concerne ce qu'on appelle la conservation ex situ dans les banques, dans les frigos, dans les banques de gènes, mais ça concerne aussi ce qu'on appelle la conservation in situ dans les champs des paysans, dans les fermes. Et pour ça, nous avons le droit, encore aujourd'hui, je ne sais pas si ça va durer, d'échanger des semences entre nous. Donc voilà, là on voit bien que on avait un système qui était basé sur les échanges entre paysans. Le marché exclut ce système, mais il est toléré à la marge dans un système informel sur lequel il n'y a pas de réglementation. Et on va mieux le voir avec les profs. Les semences qu'ils échangent, c'est pour faire de la recherche ou de la sélection. Après, quand ils les commercialisent, avant de commercialiser, ils vont inscrire au catalogue. Et là, bon, on a bien vu que ça exclut les semences commerciales, les semences paysannes, et ça n'autorise que les semences pour les engrais chimiques et les pesticides. Le deuxième étage, c'est la protection intellectuelle. Et la première partie, c'est ce qu'on a parlé ce matin, c'est l'UPOF. Alors, ça, Ricardo l'a dit, je vous l'ai dit, ce sont les mêmes critères, exactement les mêmes, que le catalogue. Homogénéité et stabilité des caractères morphologiques. Mais ce qui est intéressant de voir sur le certificat d'obtention végétale, contrairement au brevet,
le certificat d'obtention végétale peut protéger une découverte et pas uniquement une invention. Une invention, il faut que j'ai inventé quelque chose. Une découverte, je viens dans ton champ, je prends des épis, si tu ne les as pas protégés, je peux les protéger. Simplement, il faut que ce soit découvert et développé. C'est écrit comme ça dans l'UPOF. Ça veut dire quoi, développer? Ça veut dire rendu homogène et stable. Ça veut dire que toi, dans ton champ, tu as ce qu'on appelle une population, pas pour la traduction, comment on dit en anglais, donc quelque chose qui est diversifié. Ben, je vais prendre un épi et je vais faire plusieurs multiplications jusqu'à ce que ce soit homogène. C'est ça, développer. Bon. Moi, j'appelle ça la biopiraterie. C'est-à-dire que toutes les premières semences en 1961, c'est pour ça qu'ils n'ont pas interdit les semences de ferme à cette époque-là, c'était uniquement des épis pris dans des champs des paysans et multipliés, rendus homogènes et stables. L'UPOF, c'est la légalisation de la biopiraterie. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est la variété homogène et stable, c'est quoi? Elle a été adaptée à l'engrais chimique, aux pesticides. Mais au Danemark et en Andalousie, je ne peux pas cultiver la même variété, la précocité n'est pas la même. Donc même qu'elle soit rendue homogène et stable pour le même engrais chimique, j'ai besoin d'avoir des variétés différentes. Mais l'échelle géographique est déjà beaucoup plus large que la variété paysanne qui, elle, est une variété locale, une petite région, quelques villages. Donc on voit que l'échelle géographique de la variété du catalogue, ou celle de l'UPOF, c'est ce que je vais appeler des variétés régionales. On aura par exemple, depuis Bordeaux jusqu'en Roumanie, à peu près le même précocité, et on aura les mêmes variétés de maïs. Par contre, si je vais au nord de l'Allemagne, ce sera une autre précocité. Si je vais en Andalousie, ce sera une autre précocité. Et puis, les variétés qui poussent bien en Europe ne poussent pas bien en Amérique du Nord, et réciproquement. Donc on voit bien que là, l'industrie, alors que les communautés paysannes étaient des communautés locales, l'industrie, avec l'UPOF, ce sont des industries régionales sur plusieurs pays, à peu près le même climat, c'est lié au climat. Je ne reviens pas sur l'UPOF, j'en ai parlé ce matin. L'étage d'après, c'est le brevet. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que quand j'ai un certificat d'obtention végétale, mon marché, c'est un marché régional. Le même climat, le même continent. Quand je suis propriétaire d'un brevet sur un gène BT ou sur un gène Roundup Ready, je peux vendre mon brevet sur la planète entière. C'est le marché mondial, c'est le marché global. Donc on voit bien les trois étages, semences paysannes, semences locales, système UPOF, semences régionales, système du brevet, marché global. Alors, c'est intéressant maintenant de voir ce conflit entre l'UPOF, les obtenteurs, et les propriétaires de brevets. Les propriétaires de COV, il faut qu'ils interdisent les semences paysannes. Parce qu'eux, ils ont les variétés homogènes et stables. Il faut que le marché reste, que les paysans n'aient pas d'alternative. Il faut qu'ils n'aient plus leurs semences pour pouvoir vendre, eux, leurs semences industrielles. Les propriétaires de brevets, c'est l'inverse. Plus il y a de variétés qui existent, locales, bien adaptées, plus il y a de variétés dans lesquelles ils peuvent mettre leurs gènes. Et toucher des royalties. Ce qui l'intéresse, c'est de toucher les royalties. Ce n'est pas de vendre des plantes. Et pour mettre leurs gènes, ils ont deux manières de le faire. Ils peuvent le faire en laboratoire. Monsanto va discuter avec l'imagrin, prendre la variété de l'imagrin et mettre son gène BT dedans, et ils se partagent les royalties. C'est ce qu'on a vu ce matin. Puis ils ont notre système. Les abeilles, le vent, la contamination génétique. Ce qui est arrivé à Persictia Maiser. C'est-à-dire que toutes les variétés locales des paysans
au fur et à mesure qu'elles sont contaminées par des gènes brevetés, appartiennent aux propriétaires du brevet. C'est un petit peu la stratégie qu'ils ont eue en Inde avec les cotons BT. Les variétés de Monsanto, ça a été une catastrophe économique, ça a donné des mauvaises récoltes. Mais les variétés locales dans lesquelles ils ont mis les gènes de Monsanto, ça a été une réussite économique. Et c'est pour ça qu'il y a du coton BT en Inde. Donc on voit bien que la stratégie est tout à fait différente. Et donc à partir de là, et ça explique la réforme actuelle du catalogue européen. La variété homogène et stable, ça garantit les bénéfices de l'obtenteur, mais c'est un obstacle pour le propriétaire d'un brevet sur un gène. Pour deux raisons. D'abord, plus il y a de variétés, plus il vendra ses brevets. Mais surtout, quand on met un gène dans une variété homogène et stable, elle devient instable. Et il faut beaucoup d'années de multiplication pour qu'elle redevienne stable. Donc, l'obligation de stabilité et d'homogénéité, donc, est un frein à la mise en marché des gènes brevetés. D'où, dans les propositions de la Commission européenne sur Better Regulation, qui ont été faites récemment, cette demande d'avoir moins de contraintes d'homogénéité et de stabilité pour l'accès au catalogue. Alors nous on est très contents, ça tombe bien, c'est ce que nous on demandait pour les variétés paysannes. Mais là c'est très dangereux cette histoire. Parce que, est-ce qu'on va se battre pour la même chose que l'industrie? Et là il y a un gros problème pour nous. D'autant que nous on sait très bien comment ils vont permettre des variétés moins homogènes et moins stables pour l'industrie, pour le brevet, et nous interdire à nous nos variétés. Comment ils vont nous interdire à nous nos variétés? Avec le risque, vous avez entendu parler du risque, de la sécurité, le risque sanitaire. Nous sommes dangereux les paysans. On est plein de maladies. Ça circule partout sur la planète. Nos semences, elles ont des virus, elles ont des microbes. Et donc, il faut des précautions sanitaires. Et donc, tout ce champ réglementaire qui n'est pas réglementé, celui des ressources génétiques, celui de la sélection, celui de la recherche, il va falloir le réglementer parce que c'est très dangereux. En France, on a eu une maladie, pour ceux qui la connaissent, c'est la charca, là, qui est sur les arbres fruitiers, qui est venue de ressources génétiques. Donc il faut absolument que tous ceux qui font de la sélection, y compris les paysans, ils s'enregistrent, qu'ils aient un système de maîtrise des risques sanitaires, etc., etc. Et ça, c'est un des axes de la réforme Better Regulation du catalogue actuel, rapprocher le système de maîtrise des risques sanitaires, des autorisations de mise sur le marché et de la certification. Alors maintenant, il y a le troisième débat, et je crois que c'est toi qui as posé la question ce matin, sur les semences de ferme. Donc on a vu, ceux qui ont des brevets, ils ont un outil pour prouver que leur brevet est dans le champ du paysan. Ceux qui ont des COV, ils n'en ont pas. Et là, on a un truc extraordinaire. La société civile veut qu'on protège l'environnement. Donc on va faire des variétés qui sont bonnes pour l'environnement. Donc on va garder la variété homogène et stable, mais on va rajouter un petit caractère qui est bon pour l'environnement. Résistance à une maladie, résistance à la sécheresse. Et celui-là, ça tombe bien. Il y a un marqueur moléculaire sur ce caractère. C'est un gène. J'ai découvert qu'un gène, le génotype, donc pas le caractère phénotypique, peut être un avantage que réclame la société. Donc je vais faire, ce que tu disais, le marquage moléculaire, aussi pour le catalogue et pour le certificat d'obtention végétale. Parce qu'il y aura un caractère de résistance à telle maladie, qui aura un gène, une molécule, et je pourrai le reconnaître
dans le champ du paysan. Et je dirais, tu dois me payer tes royalties. Alors après, et j'arrêterai là-dessus, mais c'est important de le comprendre, il y a tout le débat sur les OGM. Nous avons gagné, il faut le dire, nous avons gagné parce que la société civile a résisté, une réglementation qui n'est pas parfaite des OGM en Europe. Quand on a négocié cette réglementation avec l'industrie, parce qu'elle s'est négociée quand même, l'industrie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit faire des évaluations, ça me coûte cher. Faire l'étiquetage, bon ça, elle a été obligée de l'accepter. Elle a dit, je veux bien faire évaluation, environnement, santé, faire des dossiers, études scientifiques, etc. Mais vous me donnez en échange tout le marché européen. Donc, je paye cher, et en échange, j'ai tout le marché européen. Mais c'est extraordinaire. Le petit semencier qui fait sa petite variété locale, lui, il ne peut pas payer ce prix-là. C'est trop cher. C'est des millions d'euros, quoi, le dossier pour avoir l'autorisation de mise sur le marché d'un OGM. Par contre, Monsanto ou Bayer ou BASF, ils ont des armées de scientifiques et d'avocats qu'ils ont achetés. Les dossiers, ils les font en routine. Ça ne leur pose aucun problème. Donc, le coût du dossier de mise en marché d'un OGM, c'est garantir le monopole des multinationales. C'est interdire l'accès au marché des petits semenciers et encore plus des paysans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être contre cette réglementation OGM, mais il faut savoir pourquoi ils l'ont acceptée. Et pourquoi aujourd'hui il y a des discussions sur cette réglementation. Par contre, il y a un point qui est souvent moins bien vu, pourquoi d'autres acteurs ont accepté les OGM. Ces autres acteurs, ce sont les coopératives, ceux qui distribuent des semences. A priori, ils devraient être contre. Il faut qu'ils payent des droits de licence. Chaque fois qu'ils vendent les coopératives, les semenciers, il faut qu'ils payent des droits de licence. Ils devraient être contre. Mais non, parce que derrière les OGM, il y a la coexistence. La coexistence, c'est quoi? C'est la biosécurité. Il y a un risque. Donc il faut prendre des assurances contre le risque. Tu veux que je t'achète ta récolte en OGM? Ah ben moi, il faut que je me sécurise, sinon je ne l'achète pas. Donc il faut que tu m'achètes ma semence. Parce que toi, ta semence de ferme, elle va être contaminée, ta semence paysanne, elle sera contaminée. Donc derrière la coexistence, il y a le contrat. Le contrat d'intégration. C'est-à-dire que la coexistence, c'est l'outil pour imposer une organisation, même une organisation territoriale. Hein. Aujourd'hui, on parle de zones dédiées aux OGM et de zones sans OGM. Organisation qui sera faite par les metteurs en marché, par les filières, par les coopératives. Si tu veux que je t'achète la récolte, il faut que tu m'achètes tout. Parce que dans l'engrais, il peut y avoir des OGM, dans les pesticides, il peut y avoir des OGM. Donc si tu veux du sans OGM, il faut que tu m'achètes tout. Et donc on voit bien que là, il y a un deuxième intérêt pour l'industrie. Et là, souvent, ce sont aussi des obtenteurs, ceux qui vendent des semences, et pas des propriétaires de brevets. Mais ils sont quand même pour les OGM, qui sont les semences de leurs concurrents. Et aujourd'hui, on a une grande faille dans ce mécanisme de la réglementation OGM, c'est la question des abeilles et la question du miel. Jusqu'à maintenant, il disait le miel, c'est un produit animal, puisque l'abeille transforme le pollen, transforme le sucre, transforme le nectar. Produits animaux, on ne met pas d'étiquetage. Hein, la réglementation européenne, l'étiquetage n'est que sur les produits végétaux. Le lait, le steak, les œufs, il n'y a pas d'étiquetage. Mais là, le problème avec le miel, c'est qu'on retrouve l'ADN transgénique dans le pollen. Il est présent. Et donc là, la Cour de justice européenne, et c'est une fois de plus les Allemands, moi le savoir-faire juridique des Allemands nous sert beaucoup en ce moment. Je pense que ABL est un syndicat très important pour nous. Alors bon, là, c'est pas un apiculteur membre d'ABL, bon, c'est plutôt un apiculteur amateur, bio, je crois.
qui a fait ce procès. Il y avait une expérimentation donc, de maïs OGM à côté de chez lui. Il a retrouvé de l'ADN du Monsanto 810 dans le pollen de son miel. Et le Monsanto 810 n'a pas d'autorisation pour la commercialisation du miel. On peut commercialiser le maïs, on peut commercialiser les aliments pour les animaux, mais pas le miel. Donc il a fallu qu'il détruise son miel. Il n'a plus accès au marché, puisque dedans il y a un OGM qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Et même si le Monsanto 810 obtient l'autorisation de mise sur le marché, il suffit qu'il y ait plus de 0,9% des graines de pollen de maïs qui contiennent des transgènes du Monsanto 810 pour qu'ils soient obligés d'étiqueter son miel OGM. Attendez, dans un miel, il y a moins déjà de 0,9% de pollen. Dans le sucre, il n'y a pas d'ADN. Hein. Tout l'ADN transgénique, il est nécessairement dans le pollen. Mais si vous avez un seul grain de pollen de maïs, et que tous les autres pollens, c'est du tournesol, du colza, ben ça fait 100% du pollen de maïs qui est transgénique. Il faut mettre une étiquette OGM. Sur laquelle, un levier sur lequel on peut jouer pour... C'est la démonstration que la coexistence est complètement impossible. Un grain de pollen peut faire le tour de la Terre entière avant de finir dans un pot de miel. Hein. S'il y a du maïs transgénique aux États-Unis, ça peut arriver chez toi en Autriche dans ton miel. Alors, 1 sur 10 millions, mais ça peut arriver. Donc ça montre bien que là, il y a un gros problème. Donc voilà, on voit bien que là, on a... Au niveau de la stratégie de Via Campesina, on a deux manières de voir les choses. Ou bien on dit on va sur un système idéal, on va le construire, puis on va se battre pour y arriver. Ou bien on dit on est dans un système qui existe et qui a des failles, il y a des choses qui bougent. Et finalement, est-ce que dans ces failles-là, on ne peut pas nous commencer à faire avancer dès maintenant, aujourd'hui, pas après la Révolution, pas après le Grand Soir, mais tout de suite, nos systèmes paysans. C'est tout ce qui est sur la recherche, la sélection, la conservation, les ressources génétiques. Là, on voit bien que l'industrie ne peut pas se priver pour elle de cette liberté. Pourquoi nous, on ne l'aurait pas? La deuxième faille, c'est la biopiraterie. Ils ont pris nos semences pour faire les leurs. Ils n'ont rien payé. Nous, on n'a rien à payer quand ils utilisent les leurs. Ils mettent leurs gènes dans nos variétés, mais nos variétés, c'est les nôtres, c'est pas les leurs, donc leurs gènes, on s'en fout. Donc là, on a vraiment, avec la biopiraterie, une grande faille pour laquelle on peut se faire entendre. Et sur les OGM, je crois que c'est vraiment le moment que Via Campesina, avec les apiculteurs d'Europe, on s'empare de ce dossier du miel et qu'on montre que la coexistence est complètement impossible. Ce qu'elle a dit, c'est que le pollen n'était pas un constituant du miel, mais un ingrédient du miel. Alors, pour bien comprendre la différence entre un constituant et un ingrédient, je prends un pied de maïs. La tige est un constituant, la feuille est un constituant, le tout est du maïs. Donc, je vais calculer le taux d'ADN transgénique par rapport à l'ADN de l'ensemble de mon pied de maïs. Donc l'étiquetage, il faut qu'il y ait plus de 0,9 d'ADN transgénique dans l'ADN total du maïs, de la plante maïs. Un ingrédient, c'est tout à fait différent. Je fabrique un produit avec plusieurs ingrédients. Je vais mettre un peu de viande, un peu de tomate, un peu de blé et je vais faire une pizza. Un peu de miel et je vais faire une pizza. Et donc, alors, les apiculteurs ne sont pas d'accord que le pollen est un ingrédient, mais bon, c'est un autre débat juridique.
Et à partir du moment où c'est un ingrédient, l'étiquetage OGM se fait ingrédient par ingrédient. C'est-à-dire que même si j'ai un ingrédient qui fait 1 pour 1000, caricature, hein, du produit que je vends, s'il y a plus de 0,9% d'ADN transgénique dans cet ingrédient-là, tout le produit doit être étiqueté OGM. Et donc, jusqu'à maintenant, chaque fois que les apiculteurs ils disaient « Coucou, on a un problème », oh, mais le pollen, c'est moins de 0,9% du miel. Donc, vous n'avez pas besoin d'étiqueter. Eh bien non, puisque le pollen est un ingrédient, s'il y a plus de 0,9% d'ADN transgénique du pollen, dans l'ADN du pollen, il faut étiqueter tout le miel. Et là, pourquoi c'est un débat intéressant? Bon, c'est un débat dangereux pour les apiculteurs, notamment en Espagne. Vous êtes le plus gros producteur de miel d'Europe. Et il y a un problème pour commercialiser le miel, en tout cas en Aragon et en Catalogne. Là, il y a un gros problème. Et ce qu'a demandé le gouvernement espagnol, c'est qu'on n'autorise plus de plantes transgéniques qui font du pollen ou du nectar. Ça, par contre, c'est très intéressant pour nous. Il n'y a plus de maïs, plus de soja, plus de colza, plus de... On va dire, voilà, on a de la marge. Hein. C'est quand même... Et puis, l'Europe, elle importe près de 50% du miel qu'elle consomme. Elle importe d'Argentine, où il y a beaucoup d'OGM, d'Amérique du Nord, il y a beaucoup d'OGM, du Canada, où il y a beaucoup d'OGM, et de Chine, où il y a beaucoup d'OGM. Les importations sont bloquées aujourd'hui. Les apiculteurs argentins, ils commencent leur nouvelle récolte, hein, c'est l'hémisphère sud, ils ont tous les stocks qu'ils ne peuvent pas vendre. Ils sont bloqués. Donc on est en train, avec cette histoire-là, de poser un problème énorme à l'Organisation mondiale du commerce. Parce que l'Argentine, elle va dire, c'est une entrave au commerce. Donc on va dire, attendez, on a une réglementation sur le tiquage en Europe, protocole de Carthagène, vous l'avez accepté, il vous faut accepter les conséquences. Et donc là, on a, nous, un levier pour expliquer au public que la coexistence est complètement impossible, qui est un levier extraordinaire. Il faudra que le public décide s'il veut ou s'il ne veut pas des OGM dans son assiette. Et beaucoup d'apiculteurs en Espagne sont en face, enfin les apiculteurs en Espagne sont en face du même problème. Lo que no sé es si alegrarme de esta sentencia porque puede ser una oportunidad para luchar contra la OGM o no alegrarme porque va a ser un prejuicio para mi profesión y la de miles de compañeros que vamos a tener que poner en la miel que tienen OGM. Alors, il y a deux manières de voir cette sentence. La première est positive, c'est de se dire que cette sentence est effectivement une opportunité de lutter contre les OGM. Et d'un autre côté, cette sentence veut aussi dire que moi, comme des centaines d'autres apiculteurs, ne pourront plus vendre leurs produits et vont donc subir un préjudice économique important. También puede ocurrir con esto que China estaba intentando de hacer una miel en fábrica, sin abejas. Añadiendo todos los ingredientes y salía súper barato. O sea, vitaminas, azúcares, enzimas. Y puede ser que se imponga esto, que le interesa a la industria, porque no hay producción de miel suficiente a nivel mundial. Un autre élément que je voudrais ajouter, c'est qu'en Chine, ils sont en train d'essayer de produire du miel en usine, du miel sans abeilles, c'est-à-dire qu'ils ajoutent les différents ingrédients, les enzymes, le sucre, les vitamines, pour essayer de produire du miel. Ça, c'est évidemment, ça fait très très peur également, puisqu'au niveau mondial, il y a un manque, le miel est produit en quantité insuffisante, et que donc il y a un gros risque ici que ce produit proposé par les Chinois puisse intéresser l'industrie. Y puede que la industria le diga al consumidor, pues tengo una miel que no tiene OGM y como también salía una noticia que podía tener un alcaloide que producía cáncer, pues tengo una miel que no tiene OGM y no produce cáncer. Y la miel del apicultor, de las colmenas, pues puede producir cáncer y puede tener OGM, ¿no?
Le risque ici, c'est que l'industrie veuille proposer aux consommateurs ce miel différent en disant très clairement, voilà, moi je vous propose un miel sans OGM. Et également, il y a une substance qui s'appelle l'alcaloïde. Moi je ne connais pas, l'alcaloïde. Il y a une propagande qui disait que ça produisait le cancer. Et donc l'industrie peut dire, moi j'ai un nouveau miel qui contient ni OGM, ni des produits favorisant le cancer. Ceci est donc un risque énorme. Salieron las noticias al mismo tiempo, el alcaloide y los OGM. Okay. Les deux nouvelles, celle de l'alcaloïde qui pouvait potentiellement causer le cancer et celle du miel qui contenait des OGM, sont deux nouvelles qui ont été publiées et rendues publiques en même temps. Donc il y a un double risque pour les agriculteurs. Merci. Aujourd'hui, une définition juridique du miel qui peut être commercialisé. Le miel industriel ne peut pas s'appeler miel. Il faut qu'il y ait une autre appellation. Parce qu'il y a une autre solution à laquelle ils travaillent, c'est l'ultrafiltration. C'est-à-dire des filtres très très fins, il n'y a plus de pollen, donc il n'y a plus d'ADN transgénique. Mais le miel ultrafiltré ne peut pas être vendu en Europe comme du miel. Il doit être étiqueté miel ultrafiltré ou il doit être différencié. Donc c'est quand même un argument de vente intéressant pour nous. Mais c'est à discuter. La première question qui est la plus importante, qu'est-ce qu'on fait avec ce miel qui est dans ton garage, que tu ne peux pas vendre? Il y a une personne qui est responsable. Même si on n'est pas contre les OGM. Monsanto a mis sur le marché un miel, un maïs qui peut contaminer du miel et n'a pas demandé d'autorisation pour la consommation et la commercialisation du miel. Monsanto est en faute, il n'a pas appliqué la réglementation, il doit payer. Et je crois que si aujourd'hui, Via Campesina Europe ne prend pas l'initiative d'une action contre Monsanto, pour que Monsanto indemnise tous les paysans, tous les apiculteurs espagnols, quelques-uns en Allemagne, il pourrait y en avoir en Roumanie, qui ont du miel avec des OGM, à quoi sert Via Campesina? Personne d'autre ne le fera. Ce n'est pas le Copa-Cogeca qui va faire ça. Je pense par contre que si nous prenons cette initiative, bon, Ricardo va être là, Ricardo. Je suis sûr que IFOAM n'en prendra pas l'initiative, mais que si nous prenons l'initiative, IFOAM va suivre. Je suis sûr, pour ceux qui sont venus déjà dans les réunions européennes des régions sans OGM, pas simplement les apiculteurs grecs, mais le gouvernement grec va nous appuyer. Le gouvernement grec a toujours dit qu'il n'y aurait jamais d'OGM en Grèce à cause de l'apiculture. Donc moi je pense que dans le calendrier stratégique qu'on doit faire demain matin, une action sur Monsanto, alors moi je la pense en Espagne, hein, on verra s'il faut la faire en Espagne ou s'il faut la faire ailleurs, mais sur cette histoire du miel. Monsanto, tu dois payer, c'est toi qui as fait la commande. De la organización, porque teniendo en cuenta que el sector apícola de España, la mayoría está afiliado a nuestra organización. Notre organisation souhaitait proposer une action forte en Espagne, justement autour des apiculteurs. Il faut savoir c'est que la plupart, la plus grande partie des agriculteurs d'Espagne font partie de l'organisation 70. Environ 70% des apiculteurs, des professionnels, apiculteurs professionnels en Espagne sont affiliés à l'organisation représentée par José Manuel. Entonces, la propuesta es, nosotros vamos a hacer la propuesta a la ejecutiva de nuestra organización y nos gustaría que tuviéramos el apoyo de Vía Campesina para hacer esta acción, o sea, que pudiéramos hacer una acción en España en contra de Monsanto y con el apoyo de Vía Campesina. Donc nous allons proposer cette action à notre exécutif et nous aimerions bien pouvoir aller voir notre exécutif en disant que nous avons pour cette action contre Monsanto l'appui de le soutien de la Via Campesina.
esto sería también una acción más dentro de toda la línea de acciones que estamos haciendo en contra de los transgénicos, a la que, para informaros que en noviembre, en el mes de noviembre, tenemos también una acción, un encuentro, una jornada en contra de los transgénicos en Madrid. Es un encuentro en el que van a acudir personas de todo el Estado, de toda España. Cette action que nous proposons spécifique sur la question de l'apiculture rentre en fait dans le cadre d'une série d'actions que nous organisons actuellement contre les OGM, contre le transgénique. En particulier au mois de novembre, à Madrid, il y aura une journée de mobilisation comprenant un débat, une action, une conférence sur la question des transgéniques. Et cette action, cette journée de travail sera participée par un grand nombre d'organisations. Y tenemos